Chers amis, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre sur i24 News pour votre émission spéciale Coupe du Monde. Quelle compétition, quel suspense. Hier encore, une grosse cylindrée européenne. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a été éliminé. En revanche, bonne nouvelle pour l'Algérie et l'Allemagne qui ont validé leur billet pour les huitièmes de finale. Pour en parler tout au long de cette émission, Emmanuel Petit, bonjour. Bonjour. Et vous, Sidney Govou, bonjour. Merci d'être là et de m'accompagner tout au long de cette compétition. Vous savez, je suis très jalousée et j'en ai conscience. Merci à vous, messieurs, d'être là et de vivre avec moi ce mondial. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Franck Bellassène. Franck, bonjour. Bonjour. Merci de me faire l'amitié de venir. Vous êtes agent de joueurs. Et puis Claude Aymar. Claude, vous êtes rédacteur en chef sur France Télévisions. Merci à vous d'être là. Nous allons en parler ensemble de cette compétition, des matchs d'hier soir. Alors restez avec nous. Nous commençons par la victoire de l'Algérie. Avec une qualification historique, l'Algérie qui sera bien en huitième de finale de cette Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. La nuit a été courte en Algérie et en France aussi, puisqu'il y a une grande communauté algérienne, vous le savez. Russie-Algérie, c'était la petite finale de ce groupe H. Les Fennecs qui ont eu très chaud, mais qui finalement arrivent bien à valider leur billet pour les huitièmes de finale grâce à ce match nul, un partout. Franck, est-ce que c'est finalement le miracle de Vahid? On dit que Vahid a amené de la rigueur. Il a amené un état d'esprit et puis après, il profite aussi de certains joueurs qui jouent dans de bons clubs étrangers en Europe notamment, avec quelques joueurs comme Brahimi qui joue à Grenade en Espagne, Feghouli à Valence. Vous avez aussi Gilas qui joue au Portugal. Voilà, il a quelques joueurs très intéressants. Et puis dans son équipe, il a aussi 14 joueurs nés en France. Oui, Sidney, elle vous a convaincu cette équipe algérienne? Carrément, parce qu'elle a joué avec le cœur. Elle a joué avec beaucoup de cœur. Elle a joué avec son propre football. Et avec la rigueur que Vahid leur a emmenée, donc à un moment donné, l'alliance des deux a fait qu'ils se sont qualifiés. Alors on a vu Claude Aymar des Fennecs très offensif lors du premier match, et puis très défensif, pardon, puis très offensif lors du dernier match. Est-ce que vous pensez finalement, ça y est, la recette magique a été trouvée pour que ça fonctionne, cette équipe? Je l'espère pour eux, forcément, mais c'est vrai que ce premier match, c'était un match bizarre parce qu'ils marquent tout de suite les Fennecs et ensuite ils ont joué défensif. Alors on sait que Vahid aime bien bétonner derrière, surtout quand il mène 1-0. Bon, face à la Belgique, ça ne s'est pas passé. Il a revu ses plans pour le deuxième match. Ils ont gagné. Très critiqué d'ailleurs par la presse. Oui, il avait été critiqué, mais ça aurait pu passer parce qu'il menait 1-0 pendant pratiquement toute la partie. Face à la Belgique, ça a été plus dur. Après, ils ont marqué des buts. Et puis là, cette dernière rencontre, effectivement, ils ont joué leur jeu offensif. Un match nul suffisait. Voilà, ils ont été menés 1-0, puis ils ont réussi à égaliser, et tant mieux, quoi. Alors Emmanuel Petit, on peut évoquer cette victoire de l'Algérie sans parler des casseurs. Il y a eu énormément de casses, des pseudo-supporters finalement qui sont descendus dans la rue, alors que la majorité des Algériens ont fêté cette victoire comme il se doit, de manière très bon enfant. À Marseille et à Paris, il y a eu des vitrines cassées, des voitures qui ont pris feu, puis même ils s'en sont pris aux forces de l'ordre. Des événements qui sont très regrettables quand même. Oui, et puis ça devient endémique. C'est toujours souvent les mêmes pays qui se mettent en évidence. Donc on ne va pas généraliser, mais c'est dommage parce que ça vient ternir encore une fois l'image de la victoire d'une façon générale, mais surtout ça vient porter le discrédit sur tout un peuple et ça vient renforcer aussi les idées un petit peu exacerbées de certaines personnes aujourd'hui. Donc je dirais que ça ne sert pas du tout les Algériens dans un premier temps, mais aussi les gens issus de l'immigration en France. Alors dans l'autre rencontre, la Belgique n'a toujours pas brillé, mais s'impose sur la plus petite marge, 1-0 face à la Corée. Alors comme nos amis footballeurs aiment le dire, finalement l'important c'est les 3 points, Franck Bellassène. Ah bah oui, et puis je crois qu'ils en prennent 9. Oui. C'est quasiment une des seules équipes à en avoir pris 9. Avec là aussi des joueurs qui jouent dans de très bons clubs européens. Avec Eden Hazard qui n'était pas sur le terrain hier soir. Donc voilà, c'est une équipe qui confirme un petit peu tout ce qu'on pensait d'elle avant cette Coupe du Monde. Maintenant, ça va être des matchs différents puisque c'est à élimination directe. Donc on va voir comment ils vont réagir. Allez, on va tout de suite jeter un coup d'œil au classement de ce groupe H. La Belgique qui termine première avec 9 points. L'Algérie suit avec 4 points. La Russie et la Corée regarderont le reste de la télévision, le reste de la compétition devant la télévision. On passe tout de suite au groupe G. Alors Emmanuel, vous l'avez dit la semaine dernière, le football c'est un sport qui se joue à 11 et finalement c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et bien même scénario, vous avez raison. 1-0 face aux États-Unis et puis finalement ils garantissent leur qualification. Oui, ils se sont rassurés parce qu'ils ont été sérieusement bousculés et accrochés par le Ghana.
Et on a vu que les conditions n'étaient pas idéales non plus pour pratiquer un beau football, face à une équipe américaine aussi qui monte en puissance depuis une dizaine d'années maintenant, et qui leur a proposé une belle adversité. Mais je dirais qu'encore une fois, Müller, moi, il m'impressionne de plus en plus dans ce mondial, en dehors justement du fait que cette équipe joue de façon peu ordinaire. Elle a eu des cadres absents avant ce mondial, mais elle est toujours là, quoi. C'est impressionnant, ces joueurs ne doutent de rien, quoi. Ouais, c'est une équipe allemande quand même à double visage, puisqu'ils ont quand même été capables d'écraser le Portugal 4-0, puis faire match nul de partout face au Ghana. Oui, à double visage, oui, parce que le Ghana, pour moi, reste un échec, parce que c'était une bonne équipe sur le papier, une bonne équipe assez cohérente, ils avaient un bon groupe, de bons joueurs, et je trouve regrettable que Ghana ne se qualifie pas, mais en même temps, les Américains m'ont impressionné, parce que physiquement, c'est une équipe qui est au top actuellement. Mentalement aussi. Mentalement, ils ne doutent jamais, Oui. et voilà, le soccer maintenant, aux États-Unis, il faudra compter sur le soccer. Claude Aymar, vous pensez que la National Mannschaft, c'est toujours une équipe favorite ? Moi, je crois plus que jamais. Ouais, moi, je les vois tout près du dernier carré, voire même des deux derniers. Et pourquoi pas de la victoire. C'est vrai que c'est une équipe solide. On a vu le premier match, on avait dit il n'y a pas d'avant-centre, il n'y a pas d'attaquant. Ça voudrait dire qu'ils battraient la France en cas de qualification de la France en quart, quoi. Actuellement, je les vois plus forts que la France. Alors, j'espère me tromper, franchement. Sur le papier, ils sont théoriquement plus forts que la France. Théoriquement, ils sont plus forts. Aujourd'hui, vous avez 4 équipes européennes quand même qui sortent un peu du lot. L'Allemagne, la Belgique, Les Pays-Bas et la France. Ouais. Voilà. Alors, ça a été très chaud, en tout cas, pour les États-Unis. Regardez le classement. L'Allemagne qui termine première et invaincue avec 7 points. Les Américains ne se qualifient qu'à la différence de but, malgré leur victoire 2-1. Les Portugais, plombés par leur résultat face à l'Allemagne, ont un goal average de -3. Emmanuel, cette victoire portugaise, avec enfin le but de Cristiano Ronaldo, c'est qu'une illusion, finalement. On va dire qu'ils sauvent les meubles, mais ils ont traîné comme un boulet cette humiliation lors du premier match. Et pour moi, s'il y a bien... Parce que là, vous disiez Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo ne peut pas faire tout seul sur le terrain. Moi, je pense que Pepe, pour moi, est le principal responsable de la déroute. Parce que à 2-0, se faire expulser de cette manière... Quand on connaît que derrière, ils en ont pris 4, on voit au niveau du résultat, au niveau du goal average, ça a été un élément essentiel. Donc, ce que dit Emmanuel à propos de Pepe, je suis complètement d'accord avec lui. Quand Varane est à 100%, c'est Varane et Sergio Ramos qui jouent à Real Madrid. Pepe, il s'assoit. il pète les plombs souvent, quoi. Il est un peu foufou, il est pas très constant dans ses performances non plus. Je pense que cette équipe portugaise est surcotée pour moi. Ouais, Ils ont un joueur qui est un extraterrestre, qui est Cristiano Ronaldo, mais qui est arrivé à la Coupe du Monde éreinté. Il a fait 70 matchs. Pour vous, c'est ça le problème. C'est le fait que justement ces gros cylindrés jouent beaucoup. Tous les grands joueurs de la Coupe du Monde aujourd'hui qui ne répondent pas présents, c'est parce qu'ils ont joué beaucoup Vous pensez que le calendrier est trop chargé? Ils ont fait 70-80 matchs. Aussi, quoi. Mais vous prenez l'équipe de France, par exemple, sur les 11 joueurs de l'équipe de France qui sont titulaires, j'en parlais avec Claude tout à l'heure, vous avez la plupart des joueurs, à part Hugo Lloris et Blaise Matuidi, qui ont fait une saison complète. Pas forcément titulaires tout le temps. Ils ne sont pas tout le temps titulaires, ou ils ont été blessés pas mal de temps dans l'année. Et ils arrivent à la Coupe du Monde un peu frais, un peu... avec plein d'envie, avec une motivation extraordinaire qui est la Coupe du Monde. Et voilà, c'est pour ça qu'il réussit. Messi avec l'Argentine, aujourd'hui, c'est un peu le Messi de l'équipe argentine parce qu'il a été blessé 3 mois dans l'année. En tous les cas, il y a une autre équipe africaine qui sort, Sydney, c'est triste quand même. On a vu que c'était quand même une équipe qui avait beaucoup de talent, mais tout cet environnement autour d'eux, c'est finalement ça qui les a fait tomber. Je pense que c'est le problème de l'Afrique actuellement. Il y a de très bons joueurs à chaque fois dans chaque sélection, mais il y a toujours des problèmes extrasportifs, j'ai envie de dire, dans tout. Et ça en devient rageant parce qu'ils mériteraient tellement mieux que de sortir au premier tour à chaque fois. Ça devient même humiliant, je trouve. Ouais. Et puis des erreurs sur le terrain. À chaque aussi, fois, il y a ce sont beaucoup des d'erreurs. erreurs. Là, hier, c'est le gardien qui fait une erreur sur le deuxième but. Bon, ça ne saurait rien changer. Mais... Puis au-delà des problèmes extrasportifs, ces problèmes extrasportifs, ils font que l'équipe en elle-même se disloque. C'est-à-dire qu'il y a des clans qui se créent à cause de ces problèmes extrasportifs. Alors que ça devrait peut-être les souder. À gérer, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on va regarder tout de suite le classement des buteurs hier soir. Thomas Müller a marqué avec l'Allemagne. C'est son 4e but de la compétition. L'occasion de faire un point sur les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Donc, Müller, Neymar et Messi qui se partagent la tête du classement avec 4 unités. Rames Rodriguez et Karim Benzema suivent avec 3 buts et une ou plusieurs passes décisives. Enfin, toujours avec 3 buts, suivent Robben et Van Persie des Pays-Bas, Valencia, l'Équatorien et Shaqiri, le Suisse. Ça y est, c'est la fin de ces 8e de finale, une compétition riche en buts, en émotions fortes, en suspense, en belles surprises. Mais ce qui marque surtout, c'est la montée en puissance de ces équipes américaines. Regardez le sujet de Lise Barenbaum, on en parle tout de suite après.
2014, c'est l'année de toutes les surprises à la Coupe du Monde. Des buts, des résultats improbables, des révélations et des désillusions. Ce mondial est déjà dans l'histoire. Tout n'est pas idyllique du côté européen. Les échecs ont été nombreux et inattendus. Ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni le Portugal, ni surtout le champion en titre espagnol ne vont continuer dans la compétition. Nous montrons notre soutien dans les bons moments quand ils sont au sommet, mais aussi dans les mauvais moments afin qu'ils sachent qu'ils ont nos encouragements. Seules la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et dans une moindre mesure la Suisse et la Grèce sauvent l'honneur du vieux continent. Les Bleus iront en 8e contre le Nigeria et la Mannschaft va affronter les Fennecs algériens. Mais la véritable surprise de cette compétition, c'est la grande forme des pays latino-américains. Au Mexique, le gardien de but Guillermo Ochoa est devenu un véritable héros après avoir résisté aux assauts brésiliens en match de poule. Maintenant, ce que j'espère, c'est que le Mexique gagne contre les Pays-Bas. Parce que comme dit ma petite amie, cette coupe, c'est celle des latino-américains. Je pense que le Mexique a de très bonnes chances. Après un début en demi-teinte, le Brésil s'est enfin réveillé, notamment grâce aux prouesses de Neymar. La Seleção jouera contre le Chili en 8e de finale. Un match 100% latino, comme celui qui opposera l'Uruguay à la Colombie. Mais la star du mondial, c'est bien le Costa Rica, qui termine premier du groupe D, le groupe de la mort, devant l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre. La sélection costaricaine affrontera la Grèce pour espérer une place en quart de finale. Heureux, heureux, bravo le Costa Rica, vous êtes les meilleurs. Ils ont fait quelque chose de génial. La Coupe du Monde au Brésil a pris un accent latin cette année, pour le plus grand bonheur des amoureux du foot samba. Alors, que penser des performances des pays européens? Emmanuel Petit, 6 pays qualifiés pour 13 engagés. C'est vraiment un ratio qui est très bas. Alors que dans la zone AM-Sud, il y a 5 qualifiés pour 6 pays engagés. Et dans la zone CONCACAF, il y a 3 qualifiés pour 4 engagés. Comment on explique ça? Déjà, je pense que les grandes saisons sur le continent européen sont éprouvantes pour la majorité des équipes européennes. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le fait de jouer une Coupe du Monde au Brésil, je pense, stimule davantage les joueurs qui sont très très proches d'un point de vue culturel. Je pense aussi que la chaleur joue un élément essentiel également. Donc la proximité géographique, la météo, c'est important? Ah oui, la météo, pour moi, on a vu des équipes européennes énormément souffrir de la chaleur et de l'humidité. Je pense que c'est les 3 paramètres qui pour moi sont importants. Vous ne pensez pas que le niveau du football mondial devient finalement homogène? Non, parce que aussi, je pense qu'au niveau des clubs, on assistera toujours à une dimension des superpuissances financières. Au niveau des sélections, on est complètement ailleurs. Et il y a un rééquilibrage à ce niveau-là, parce que toutes les équipes se préparent de la même manière. La majorité des joueurs, même les joueurs iraniens maintenant, s'exilent dans les pays, on va dire, des grands pays de football. Donc, on va dire que ceux qui avaient du retard, aujourd'hui, le retard n'est plus le même. Oui. 90% de la sélection brésilienne joue à l'étranger, en Europe. Oui. Alors, on va regarder tout de suite les 8e de finale, le tableau. Regardez, dans la première partie du tableau, où se trouve la France, double duel sud-américain, le Brésil qui joue contre la belle équipe du Chili. Le vainqueur de ce match affrontera en quart le gagnant entre l'Uruguay et la Colombie. Et puis la France doit jouer contre le Nigeria avec une très forte probabilité, en cas de victoire, d'affronter l'Allemagne, qui, elle, est opposée à l'Algérie. Messieurs, est-ce qu'il vous fait peur, ce tableau? Sidney Govou. Peur pour la France, un petit peu. Je pense qu'ils ont les moyens de passer. Mais face au Nigeria, ça va être compliqué parce que c'est une équipe qui a une forte densité athlétique, mais dans le bon sens du terme. Et c'est un des points où, pour moi, la France est un peu friable. Parce avec un super gardien de but. Aussi, et athlétiquement parlant, la France peut souffrir de cet impact, surtout dans le milieu de terrain, que les Nigériens peuvent mettre. Et la vitesse aussi de leur attaquant qui va être problématique. Alors, deuxième partie du tableau, les Pays-Bas, meilleure attaque de ce mondial avec 10 buts, joue contre le Mexique, meilleure défense, le gagnant jouera contre le vainqueur de la confrontation entre la Grèce et le Costa Rica. Enfin, on assistera à un Argentine-Suisse et à un Belgique-États-Unis. La route qui semble dégagée, Claude Aymar, pour retrouver l'Argentine et les Pays-Bas en demi-finale. Vous en pensez quoi? Non, c'est effectivement ça. L'Argentine, les Pays-Bas seront certainement dans le dernier carré s'ils continuent à jouer avec leurs joueurs comme ils ont joué depuis le début de la compétition. Après, il peut y avoir une surprise avec, pourquoi pas, la Belgique. On en a parlé, qui a une belle équipe. On verra bien, ouais. Mais juste une stat. Lors des 3 dernières Coupes du Monde, le vainqueur du groupe E s'est retrouvé en finale.
Bon pour la France. C'est bon pour la France. Une belle stat, merci Claude Aymar. Alors, aujourd'hui, c'est jour de repos au Brésil, aucun match ne se joue, mais croyez-moi, les joueurs vont travailler leur mental et puis vont essayer de garder un maximum de force pour entamer ces huitièmes de finale dans les meilleures conditions. Alors justement, les matchs qui recommencent demain, le Brésil va affronter le Chili et puis la Colombie joue contre l'Uruguay et justement l'Uruguay qui vient de perdre son meilleur joueur, nous en avons parlé, c'est confirmé, Luis Suarez, est donc suspendu pour 9 matchs officiels et pendant 4 mois de toute activité liée avec le football. Voilà messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures de cette Coupe du Monde. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News. Je vous rappelle que si vous voulez nous voir en replay, notre site internet i24news.tv est disponible pour vous 24 heures sur 24. N'hésitez pas à passer nous voir. En attendant, on se retrouve demain. Au revoir.